Et bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un bon moment que vous avez observé mon absence. Elle a été due par euh, la rime. Comprenez que c'est la saison qui va bientôt commencer. Qu'à cela ne tienne, je vous dis de vous abonner massivement et n'hésitez pas de partager mes vidéos autour de vous. Et beaucoup vont se poser de questions de savoir aujourd'hui, Maléline Bouy va nous parler de quoi? Ah bon, en fait, je vais vous parler plus du Bitcoin, comme de fois d'habitude, je mets mes vidéos sur Bitcoin. Alors, nous allons essayer un peu de parler le Bitcoin pour le débitant. La première question, pour débiter, on nous parle de Bitcoin, le Bitcoin pour le débitant, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est la question qui a été posée. Et nous allons essayer de donner les points clés. Je nous demande d'être un peu attentif, de comprendre ce qui va se passer. Nous commençons par la date historique. La date historique, vous comprenez ici que je avais sélectionné quelques dates qui marquent depuis que nous avons commencé avec le Bitcoin, comme en 1990, l'invention d'une monnaie électronique se basant sur des protocoles cryptographiques DigiCash par David Shur. Et en 1991, première mention d'un concept de time chain qui deviendra la blockchain. Donc à l'époque, on parlait de time chain et aujourd'hui, on en parle de la blockchain. Nous allons découvrir avec vous qu'est-ce que c'est la blockchain. Et en 1998, la monnaie virtuelle du Gcash fait faillite. Donc voilà. En 19, vous comprenez que l'histoire a commencé depuis longtemps. En 1999, première mention d'une technologie permettrait une transaction fiable et anonyme en ligne. Et en 1999, invention des Napster et de la technologie d'actualité peer-to peer. Et en 2007, une personne ou un groupe de personnes ou pseudonyme de Satoshi Nakamoto se penche sur la création du Bitcoin. Et en août 2008, Satoshi Nakamoto dépose le nom de domaine bitcoin.org. Alors, org, c'est une extension d'un organisme. Octobre 2008, le Bitcoin est annoncé publiquement. Nous allons parler la suite, c'est la création du Bitcoin. C'est en 2009 que Bitcoin naît réellement. Donc voilà. Le premier bloc de la blockchain Bitcoin est ainsi créé, c'était le 3 janvier 2003 et il faudra patienter jusqu'en 12 janvier pour que le réseau connaisse sa première transaction en Bitcoin des montants de du BTC. Le prix du Bitcoin à sa sortie, en fait, c'était en 2019, était estimé à 0,001 dollar américain. Là, c'était en 2009 et le Bitcoin, le premier échange de Bitcoin a lieu 5,02 USD contre 555 BTC via PayPal. C'était vraiment pour le test. Le prix du Bitcoin au début de son lancement est risible, donc ce qui semble un peu du rire, comparé à son prix actuel, sa valeur. Donc vous pouvez comprendre que plus que nous détenons le Bitcoin, nous les achetons, plus sa valeur est en train d'augmenter. Et nous passons, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Par définition, de manière simple, le Bitcoin est une monnaie électronique qui vous permet uniquement de faire de transactions virtuelles. Vous êtes sur un site quelconque, vous voulez acheter un livre. Aujourd'hui, le Bitcoin est proposé comme moyen pour faciliter cet échange sur Internet. Voilà un peu pour le débutant. Le Bitcoin est un système de transfert et de vérification propriété susceptible de reposer sur un réseau de pair à pair qui n'a pas besoin de l'aide d'une autorité centrale pour fonctionner. Dans là, vous pouvez comprendre que le système de transaction qu'a connu le Bitcoin n'a pas besoin d'une autorité centrale pour fonctionner, que ce soit une banque ou des organes, non, voilà, pour que ça fonctionne. C'est en fait comme l'Internet
Vous pouvez voir que l'Internet utilise la topologie maillée et vous pouvez constater que c'est en fait l'interconnexion de plusieurs. C'est en fait ce que la base de Bitcoin. Comme vous le constatez, voilà le réseau, voilà comment est-ce que le réseau du Bitcoin est constitué. C'est pareil avec la technologie maillée qui utilise l'Internet. Vous pouvez voir que tu sois en Inde, on s'en va sans problème. Pas besoin d'un organe intermédiaire pour faciliter la transaction. Et nous allons passer à qui sont les fondateurs du Bitcoin. Le créateur du Bitcoin est connu sous les pseudonymes, c'est un Satoshi Nakamoto. La véritable identité de l'individu ou de l'organisation qui se cache derrière ces noms reste inconnue jusqu'à ces jours. Donc le 31 octobre 2008, Monsieur Nakamoto publie le livre blanc du Bitcoin qui décrit en détail la manière dont une devise pair à pair en ligne pourrait être implémentée. Il propose d'utiliser un ledger ou registre de transactions regroupées en lots appelés blocs et sécurisés par des algorithmes cryptographiques. Ce système sera baptisé la blockchain. Nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Par la suite, nous continuons. Par la suite, voilà. La NSA aurait découvert l'identité réelle de Satoshi Nakamoto. Voilà, si vous voyez vraiment des gens qui mettent des images pareilles comme ça signifie que en fait on ne connaît pas l'identité de Satoshi Nakamoto. Soi-disant japonais, soi-disant chinois, soi-disant américain, mais jusqu'à présent, je ne peux vous l'affirmer qu'il est connu. Donc voilà, c'est jusqu'aujourd'hui. Et comment le Bitcoin fonctionne? Nous allons un peu comprendre comment le Bitcoin fonctionne. Il s'agit d'une monnaie conçue pour s'auto-réguler. En effet, le Bitcoin fonctionne avec un logiciel et un protocole. Donc, comprenez que le Bitcoin fonctionne, interagit avec un logiciel et un protocole qui permettent aux utilisateurs de gérer de transactions de manière automatique, mais surtout collective. La particularité de cette monnaie est que du fait qu'elle ne repose sur aucune banque. Donc, il n'y a pas une banque qui peut contrôler les transactions. Vous pouvez comprendre qu'il y aura deux adresses publiques et privées. Donc, tout ce qu'on fait sur le Bitcoin, c'est public et personne ne peut se dire, voilà, moi je me porte garant d'annuler la transaction. Voilà, je vais chercher combien de blocs avons-nous dans les mondes. Que tu vas commencer, si tu es même pirate, commencer à supprimer la transaction et tu ne vas pas arriver parce que la technologie, elle est là. Vous avez compris qu'elle repose sur aucune banque pour être régulée. Son bon fonctionnement est garanti par une organisation générale. De ce fait, tout le monde peut l'examiner car l'ensemble des informations est public. Voilà. Si je t'envoie une transaction, personne d'autre peut voir la transaction, mais il n'a pas, et cette personne n'a pas l'autorisation de Dieu. Voilà, je vais annuler cette transaction. Personne ne saura. Personne, même un pirate, personne ne saura. Juste à la fin, vous allez découvrir avec moi que avec le système de la décentralisation de cette monnaie, vous allez voir que en tout cas on échappe à la banque. Voilà. Ainsi, cette crypto-monnaie n'a aucune existence physique. Son système est basé sur un réseau spécifique appelé blockchain. Ce dernier est ainsi alimenté par plusieurs ordinateurs à travers le monde. Voilà, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est la blockchain. La blockchain, par définition, qu'est-ce qui est dit? C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations prenant la forme d'une base de données. La base de données, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, la base de données, c'est en soi... un répertoire des potentiels clients. Ça peut être d'une entreprise. Tu vois, quand tu as ton entreprise, les gens qui viennent deux fois passer des transactions, il amène son numéro bancaire directement. La personne est déjà enregistrée dans ces répertoires potentiels clients. C'est qu'on peut appeler la base de données.
qui a la particularité d'être partagé simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend d'aucun organe central. Je vais un peu marteler sur l'organe central. En fait, pour utiliser le Bitcoin, utiliser la blockchain, on n'a pas besoin d'un organe central. Par exemple, comme quand tu pars à la banque, tu vois, pour faire la transaction, il faut toujours de l'intermédiaire. Il faut toujours qu'il y ait une personne. Cette personne reçoit ta demande. Ta demande sera soumise au niveau de l'administration et puis on exécute ta transaction. Mais avec la technologie de la blockchain, on n'a pas besoin de cet organe central pour gérer vos cryptos ou soit faciliter les transactions. Les blocs sont là, les mineurs sont là et ce sont des algorithmes pour votre information. Pour avantage, donc la blockchain elle est rapide et puis elle est sécurisée. Voilà comment aussi se présente la technologie, l'architecture de la blockchain. Là, vous pouvez voir que cet ordinateur envoie à cet ordinateur peut envoyer, si cet ordinateur peut envoyer. Donc, c'est pair à pair ou peer-to-peer comme de l'Internet. Alors, nous avançons. Les fonctionnements de la blockchain, comment la blockchain fonctionne. Pour fonctionner, la blockchain nécessite l'utilisation d'une monnaie. Donc voilà. Donc on doit avoir une monnaie ou d'un jeton aussi appelé token programmable. Vous pouvez par exemple utiliser le Bitcoin. Donc voilà. Par exemple comme jeton. Et dans la blockchain, toutes les transactions sont regroupées sous la forme de blocs. Chaque bloc doit ensuite être validé par le nœud du réseau en utilisant une méthode algorithmique. Une fois que le bloc est validé, il est ajouté à la chaîne de blocs et devient donc visible de tous les utilisateurs. Vous voyez, tous les utilisateurs. Voici un schéma qui vous permettra d'illustrer cette définition. Voilà. Voilà, en soi. Je me retrouve avec Monsieur X, Monsieur A et Monsieur B. Monsieur A effectue une transaction envers B. La transaction sont regroupées dans le bloc. Voilà le bloc. Et la transaction va descendre. Il y a ce qu'on appelle les blocs. Donc le validateur. C'est ici dans ce nœud où on parle de bloc. Le bloc est validé par le nœud. Le nœud qui est là. Le nœud. Vous voyez le nœud. Et à l'intérieur, il y a le bloc ainsi. Et le nœud valide la transaction du réseau. Excusez-moi, je m'explique un peu lentement. Les blocs est validé par le nœud. Voilà, les blocs du son est validé par le nœud du réseau au moyen de techniques cryptographiques. Ça, ce sont des techniques utilisées dans la cryptographie. Et ensuite, nous avons le schéma 4 qui indique que les blocs est daté et ajouté à la chaîne de blocs, blockchain, à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Tous les utilisateurs ont accès. Je dis bien tous les utilisateurs. Et le point 5, B reçoit la transaction de B. Voilà comment un peu le chemin bascule. Et nous allons faire une comparaison rapide. Là, vous avez la banque et la technologie du Bitcoin. Bon, le système classique centralisé, obscur et arbitraire, bon, selon ce que certains pensent. Là, vous voyez que nous avons les deux banques, mais au milieu de deux banques, nous avons main of the middle. Main of the middle, c'est l'homme du milieu. Vous pouvez voir que c'est lui-là, le hacker, il peut intercepter les transactions que ces deux messieurs sont en train de passer et via leur câble. Voilà maintenant ce que présente maintenant notre Bitcoin de personne à personne, sans autorisation et transparent. Là, je suis B. J'envoie je suis A, j'envoie à B. Vous voyez comment les informations circulent. On n'a pas cette sorte de main of the middle, donc qui peut intercepter la communication, nos transactions. Il n'y en a pas. Voilà ce qui fait la force de la technologie de la blockchain et l'utilisation de crypto-monnaies. Combien de bitcoins y a-t-il en circulation? Je crois. Je peux rentrer avec vous sur le site de cotation. Là, nous sommes sur CoinMarket. Vous pouvez constater que la capitalisation qui s'élève à 888 milliards. Le market cap du marché, voilà. Et la capitalisation du boursière
du Bitcoin qui s'élève à 978 milliards 851 millions 617 232 dollars américains. Voilà. Et le volume de négociation en 24 heures, vous pouvez voir que les gens continue toujours d'acheter du Bitcoin. Le volume d'achat en 24 heures qui s'élève dans le 31 milliards. En tout cas, c'est complètement dingue. Offre en circulation, comme vous le constatez, l'offre en circulation est de 19 millions, mais vous pouvez constater que l'offre générale, le réserve totale de Bitcoin est limitée par son logiciel et n'excédera jamais 21 millions de jetons. De nouveaux jetons sont créés durant le processus de minage. Comme les transactions sont relayées à travers le réseau, elles sont récupérées par le mineur et emballées dans deux blocs qui sont à leur tour protégés par deux calculs cryptographiques complexes. Ici, vous pouvez comprendre que certains auront peut-être du mal à comprendre certains concepts. Donc, il faut voir que plus on est sur la technologie de la cryptographie, plus c'est la programmation. Plusieurs langages sont utilisés simultanément. Et comment le réseau Bitcoin est-il sécurisé? Le Bitcoin est sécurisé par l'algorithme. Voilà, cet algorithme de SHA-256 qui appartient à la famille d'algorithmes de hachage. Et vous allez comprendre que plus on utilise le terme d'hachage, plus vous verrez quand vous effectuez une transaction, vous faites comme l'exemple que j'avais montré, de prendre la transaction de monsieur X qui envoie à monsieur Y. Pour que monsieur Y puisse confirmer que sa transaction est arrivée en bonne heure, il va demander à monsieur Y, monsieur X, s'il vous plaît, envoyez-moi l'achat de la transaction. En fait, l'achat de la transaction, en quelque sorte, c'est comme une signature qui confirme que non, la transaction a été reçue correctement. Et nous passons, où peut-on acheter du Bitcoin? Le Bitcoin est à bien des égards presque synonyme de crypto-monnaie. On peut l'acheter ou le vendre sur toutes les plateformes de change de crypto-monnaie. C'est contre des devises fiat. Les devises fiat, c'est comme le dollar, l'euro, le yen japonais, ainsi de suite, et d'autres crypto-monnaies. Parmi ce marché, l'on retrouve le Binance, le Coinbase, le KeyCoin, FTX, Bybit, Huobi, etc. N'oubliez pas, je dis bien, je mettrai mes liens dans la description pour ceux qui souhaitent ouvrir des comptes sur les différents échangeurs dont je explique. Et comment utiliser un portefeuille Bitcoin? Pour utiliser un portefeuille Bitcoin, vous devez d'abord comprendre de nombreux types de portefeuilles Bitcoin existent. Nous avons le portefeuille web, bureau papier, pour en nommer quelques-unes. Quel type de portefeuille vous convient le mieux contenu? Voilà, portefeuille logiciel. Ça peut être un logiciel que vous utilisez comme portefeuille. Ça peut être un portefeuille web comme MetaMask. Il y en a tant d'autres. Et ça peut être un portefeuille multisig. Ça peut être un portefeuille bureau comme Atomic et autres. Ça peut être un portefeuille mobile comme Atomic, la blockchain. Il y en a tant d'autres. Excusez-moi si je n'ai pas énuméré le tout. Et le portefeuille matériel, c'est un ledger. Un ledger au registre, c'est en fait une clé USB qui va contenir vos cryptos. Ça peut être un portefeuille papier. Les portefeuilles papier, c'est en fait, vous pouvez juste scanner votre portefeuille sur un QR code. Donc, sans ce QR code, le QR code va contenir presque et tout. Qu'est-ce qu'une adresse Bitcoin? Tout comme une adresse email, garantit l'envoi de vos messages à la bonne personne. Une adresse Bitcoin est essentiellement pour que vos cryptos voyagent sur la blockchain jusqu'au destinateur de manière sécurisée. Une clé publique est un bout de code cryptographique qui vous permet d'envoyer et de recevoir du Bitcoin. Dans certains cas, il se présente sous forme de QR code. Voilà un peu. C'est comme je vais envoyer notre monsieur Malili, qui s'appelait notre monsieur Malili, je vais lui envoyer un message, mais je dois d'abord demander son adresse. Je connais pas son adresse, dès que le Malili B me fournit l'adresse, son adresse de destination. En tout cas, ça sera très sympa de l'atteindre facilement.
5 avantages de la crypto-monnaie. En tout cas, je n'ai pas voulu prendre seulement l'avantage de Bitcoin, mais je vais généraliser pour clore. 5 avantages de la crypto-monnaie. D'abord, 1. Risque est élevé. Voilà, ça vous devez comprendre si vous êtes débutant. Et potentiel de gains élevé. Aujourd'hui, tu peux t'acheter du Bitcoin, tu investis même à 200 euros, et demain tu te retrouves, peut-être le lendemain tu te retrouves avec 400 euros, et le lendemain ou les jours suivants, vous vous retrouvez avec moins de ce que vous avez même acheté. Voilà, ça peut arriver. La technologie blockchain qui sous-tend le crypto-monnaie offre une sécurité. La sécurité sur la blockchain est maximale. Voilà. Et 3, excusez-moi, j'aime pas utiliser ceci. Adieu le banque traditionnel, l'ère d'un système financier plus juste et plus transparent a sonné. Et c'est un peu de revenir sur le précédent diapositive. Vous verrez que j'avais montré le système classique et le système utilisé par le Bitcoin, la décentralisation et le système traditionnel. Et le quatrième avantage, le crypto-monnaies sont disponibles. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'avais oublié. 5. Le crypto-monnaie pourrait permettre aux investisseurs de contrer l'inflation. Je ne vais pas me marteler parce que ça risque de créer excusez-moi, les 5 inconvénients de la crypto-monnaie. D'abord, comprendre les crypto-monnaies demande du temps et des efforts. Voilà. Pour que nous puissions arriver des fois à vous fournir des diapositives pareilles, on a pris d'abord le temps de comprendre comment le système fonctionne. Alors comme on l'a dit, comprendre les crypto-monnaies demande du temps et des efforts, surtout aux débutants. Prenez le temps de poser des questions, de chercher des webinaires juste à comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche. 5. Les crypto-monnaies peuvent être un investissement extrêmement instable. Voilà. Je crois, pour ceux qui achètent, il y a plus de 5 à 6 mois que nous avons acheté du Shiba. Et vous allez voir que le Shiba ne monte même pas. Il ne fait que descendre. Alors, il arrive des moments où le crypto ne monte même pas, ne descend pas, ça reste, ça stagne. C'est comme ce qu'on a connu avec le Bitcoin quand il était dans le 34, tout ça. Vous voyez que le prix a pris vraiment 2 mois, voire quelques semaines. Ça peut devenir instable. 3. Les crypto-monnaies n'ont pas encore prouvé qu'elles constituaient un investissement à long terme. Voilà, ça c'est ce que nous pensons. Mais souvent à long terme, des fois c'est rentable. Mais voilà l'inconvénient, les cryptos n'ont pas encore prouvé qu'elles constituaient un investissement à long terme. Voilà, vous devez comprendre que investir dans le crypto-monnaie, c'est vraiment risqué. C'est vraiment risqué sur tout ça. 4. Le crypto-monnaie ont de vrais problèmes d'évolutivité. C'est un peu ça ce qui peut arriver. 5. Les novices dans les cryptos sont plus vulnérables aux attaques de sécurité. C'est en fait quoi? Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a deux gens. Il y a du Ponzi de Charles. Qui a été créé dans les années 1960, quelque chose comme 69, si j'ai une bonne mémoire. Charles Ponzi a présenté le système. Donc, c'était une chaîne. Donc, le premier entrant, quand il sort, il va sortir avec l'argent de celui qui va le suivre. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui présentent deux opportunités. Voilà, ici, vous investissez 100 dollars et 24 heures, vous avez 3%, vous avez 10% de votre investissement. Tout ça, et ceux qui sont novices sont vraiment vulnérables. Et des fois, on leur demande, est-ce que tu connais ça? Tu peux m'envoyer ça? Tu envoies même tes 12 mots pour la sécurité des portefeuilles. Et puis, voilà tes crypto-monnaies qui s'en va. Ah voilà, c'était vraiment un grand plaisir de vous présenter ces moments, cette vidéo. Je crois que ça va plaire aux débutants. À la prochaine vidéo.